Bonsoir, il est 23 heures et je suis Anna. Merci de me rejoindre pour la revue de presse de la semaine. Au sommaire, dans les colonnes françaises, le tant contesté budget 2026, les ravages de l'ouragan Mélissa, le Soudan qui s'enflamme, les débris de Gazaville et du tennis de table. On commence ce soir avec de l'économie et de la politique. Vous l'avez deviné, le sujet brûlant de l'actualité française en ce moment, le budget 2026. Au centre des débats houleux des parlementaires, il a fait la une à plusieurs reprises cette semaine, notamment celle de Libération à Halloween, qui angle sur le moment qui a fait peur, comme le veut la tradition du 31 octobre, la première adoption d'un texte porté par le Rassemblement national. Sur 4 pages, Libé revient sur le succès du Rassemblement national lors de sa niche parlementaire. L'extrême droite est parvenue à faire adopter à une voix près un texte non contraignant dénonçant l'accord franco-algérien de 1968. Si vous vous posez la question, cet accord crée un statut unique au lendemain de la guerre d'Algérie pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Les ressortissants algériens n'ont donc pas de carte de séjour en France, mais des certificats de résidence pour Algériens. La résolution du RN est non contraignante, mais possède une valeur symbolique en demandant aux autorités ayant la compétence de dénoncer l'accord de 68. Il s'agit de la première fois qu'un texte du RN est adopté à l'Assemblée nationale. Libé dévoile également un sondage qui indique qu'une majorité de Français se dit prête à voter pour le Rassemblement national. Selon leur baromètre via Voice, 54% des personnes interrogées pourraient voter. Toujours sur les bancs de l'Assemblée, Denis Cosnard, pour Le Monde, écrit sur le débat autour de la notion d'impôt confiscatoire ce lundi. Cet amendement gouvernemental, assez inattendu, propose d'alourdir de 2 milliards d'euros la surtaxe prévue sur les profits de plus grandes entreprises. Ce samedi, Le Figaro revient sur le rejet de la taxe Zuckman, refusée massivement vendredi. L'idée de créer un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros est discutée et débattue pendant des mois et n'a pas survécu à l'Assemblée nationale. Sa version allégée, portée par les socialistes, non plus. Toujours dans l'actualité française, on quitte l'Assemblée pour rejoindre le parloir et les commissariats avec le Parisien. Le journal de presse quotidienne régionale d'Île-de-France revient sur 2 affaires récentes. Une se déroule au tribunal, l'autre vient d'être révélée. Au tribunal de Paris, 10 personnes sont jugées pour harcèlement en ligne à l'encontre de Brigitte Macron, notamment pour avoir relayé des théories conspirationnistes sur sa transidentité. Les 8 hommes et 2 femmes sont les auteurs de la vingtaine de pages d'insultes sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter. Ce procès, fortement médiatisé, s'est conclu par des réquisitions de peines de prison allant de 3 à 12 mois avec sursis et des amendes jusqu'à 8 000 € le mardi 28 octobre. 3 jours plus tard, les colonnes police-justice du Parisien nous ramènent à Bobigny, où 2 policiers soupçonnés de viol ont été placés en garde à vue et suspendus. Des avocats du tribunal de Bobigny dénoncent un vrai défaut d'encadrement au dépôt de Bobigny où les policiers sont très souvent jeunes et où de nombreux incidents éclatent à la nuit tombée. On quitte maintenant la France pour lire les pages internationales des kiosques. Une semaine chargée entre l'ouragan Mélissa et des conflits meurtriers. La semaine dernière, une tornade touchait le Val-d'Oise en France. Cette semaine, un véritable ouragan a touché la Jamaïque, montrant plus que jamais le dérèglement climatique et ses conséquences tragiques. Le Monde revient sur la frappe mortelle de l'ouragan Mélissa en Jamaïque. Le météorologue Fabrice Chauvin insiste sur le caractère exceptionnel de Mélissa avec sa force 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, une échelle qui compte seulement 5 niveaux. L'ouragan a totalement ravagé la partie ouest de la Jamaïque où le bilan humain, encore provisoire, s'élève à 28 morts. Les bilans des dégâts provoqués commencent et on compte provisoirement
au moins 50 morts dans les Caraïbes vendredi. Célian Massé pour Libération dédie une double page au Soudan, où un possible tournant tragique dans la guerre civile soudanaise a eu lieu. La chute de la ville d'El-Fasher, dans l'ouest du Soudan, provoque un déchaînement de violence dans la région du Darfour par les forces de soutien rapide RSF, une unité paramilitaire dissidente dirigée par le général dit Hemeti. L'ONU, qui a déjà décrit le conflit comme la plus grande crise humanitaire du monde, alerte sur des atrocités motivées par des considérations ethniques dans la guerre. Les forces alliées à l'armée accusent les FSR d'avoir exécuté plus de 2000 civils. Le Monde publie des preuves en images des exécutions massives lors de la prise de la ville qui confirment les massacres entre le 26 et le 28 octobre avec une analyse du Humanitarian Research Lab. On peut y voir des signes visibles des massacres comme des décolorations rougeâtres au sol, des regroupements d'éléments clairs et sombres dont les dimensions correspondent à celles des corps humains, ou des zones d'exécution et bien d'autres éléments. Jeudi, le Figaro publie un reportage sur la ligne jaune dans la bande de Gaza, où il s'est rendu avec d'autres médias internationaux pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu. Stanislas Poyet, envoyé spécial à Gaza, décrit les ruines d'une ville éventrée et retournée dont la tranquillité et le silence ne sont qu'apparence. Mardi 28, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a ordonné la rupture du cessez-le-feu avec des frappes sur la bande de Gaza après la mort d'un soldat israélien à Rafah, dans le sud de l'enclave. Ces bombardements ont fait plus de 100 victimes palestiniennes, dont 46 enfants. Le journaliste finit sur l'étude du United Nations Environmental Programme, UNEP, publiée le 25 octobre 2025, selon laquelle 78% des bâtiments gazaouis, soit environ 250 000, ont été endommagés ou détruits. Maintenant, passons à l'hebdomadaire. Cette semaine, pour l'hebdo, on parle encore de Donald Trump avec le magazine de finance Challenge qui revient sur le King Trump, presque un an après. Le business, la démocratie et la diplomatie. Entre autres, on y lit un bilan des 143 décrets pendant les 100 premiers jours de sa présidence numéro 2 et l'ironie du camp Trump, notamment par l'intelligence artificielle, sa vidéo générée par IA, dans laquelle on le voit monter dans un avion de chasse et larguer des excréments sur les manifestants No Kings. Mais aussi avec sa porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui répond notamment à la question d'un journaliste « Qui a choisi Budapest ?» Sous-entendu pour le sommet envisagé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, elle répond « Ta mère ». Le magazine revient sur la fébrilité des démocrates dans leur fief du New Jersey, mais aussi sur les turbulences économiques provoquées par les États-Unis en France à cause de la hausse des droits de douane américains. On finit cette revue de presse avec du sport et plus précisément du tennis de table dans Ouest France qui montre les clés de la popularité remarquable des deux pongistes Félix et Alexis Lebrun, 31e personnalité préférée des Français, à l'occasion du tournoi WTT dans l'Arena de Montpellier. Le sociologue du sport, Séguin Lazeri, souligne le caractère national et l'incarnation d'une société du talent des frères Lebrun. Selon lui, il raconte une rivalité avec les nations dominantes dans ce sport, dont la Chine, mais aussi une rivalité entre deux frères, un réel spectacle dans le spectacle. Preuve de leur succès dans la salle et en dehors, le nombre de pratiquants affiliés à la Fédération française de tennis de table a augmenté de 100% en 4 ans depuis 2021, passant de 126 000 à 254 000 inscrits en 2025. Merci à vous de m'avoir écouté. Je n'ai pas eu le temps de les évoquer, mais je n'oublie pas la tournée de Trump en Asie et surtout en Chine et les avancées des interpellations des cambrioleurs du Louvre. Nous sommes le dimanche 2 novembre. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.